souvent que l'histoire se souvient des vainqueurs, des puissants, de ceux qui parlent fort. Mais la Normandie, elle, a aussi donné naissance à des femmes, des hommes discrets, presque effacés, dont l'œuvre continue pourtant de transformer nos vies chaque jour sans que nous n'en connaissions le nom. Suzanne Fouché est de ceux-là. Elle ne figure pas dans les manuels scolaires. Son visage n'orne pas les statues des places publiques et pourtant son héritage est vivant. Dans les structures médico-sociales françaises, dans notre regard sur le handicap, jusque dans les lois votées par le Parlement. Aujourd'hui, dans Histoire de Normand, je vous propose de remonter le fil d'une vie hors du commun. La vie d'une femme que rien ne prédestinait à devenir une réformatrice sociale d'envergure nationale, une femme fragile de corps, mais d'une force intérieure exceptionnelle. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Suzanne Fouché est née en 1901, à l'aube du XXe siècle, dans le département de l'Eure, précisément dans la commune d'Épreville, près le Neubourg. Elle est l'enfant d'une famille modeste, sans privilèges ni influence particulière. Suzanne Fouché connaît très tôt ce que signifie la fragilité humaine, non pas comme une idée abstraite, mais comme une expérience intime, véritablement vécue et douloureuse lorsqu'à l'âge de 17 ans, au moment même où se dessinent normalement les premières promesses de l'avenir, à l'époque où elle se préparait à s'inscrire aux épreuves du baccalauréat, elle se trouva frappée par une tuberculose pulmonaire et ostéo-articulaire. À cette époque, la maladie n'est pas seulement un combat médical. Elle est aussi une mise à l'écart social, car les traitements sont lourds, les convalescences interminables, et Suzanne se retrouve contrainte de rester alitée, retirée dans la campagne roise, coupée du rythme ordinaire de la vie, tandis que le monde, lui, continue d'avancer sans elle. Pour beaucoup, une telle épreuve aurait signifié l'abandon de tout projet, de tout dessein, de tout avenir prometteur même, la résignation face à un destin désormais rétréci. Mais chez Suzanne, cette longue immobilité devint au contraire un temps de maturation intérieure, un espace de silence où se forge peu à peu une lucidité aiguë et une force morale exceptionnelle. Ouh, que ça c'est vrai. Dans cet isolement forcé, au bout du compte, Suzanne lit, écrit, prie, mais surtout elle observe, elle réfléchit, elle comprend dès lors progressivement que la souffrance physique, lorsqu'elle est vécue dans la solitude et l'exclusion, devient une double injustice. Car au mal du corps s'ajoute alors celui du regard social, du rejet, de l'invisibilisation. Cette intuition, née de l'expérience personnelle, va devenir la pierre angulaire de toute sa pensée et de tout son engagement futur. Car Suzanne comprend que la société de son temps ne sait ni voir, ni accueillir les personnes fragilisées, préférant souvent les reléguer aux marches plutôt que leur permettre de participer pleinement à la vie collective. À l'âge de 22 ans, elle choisit d'entrer dans les ordres, non par désir de se retirer du monde, mais au contraire pour se consacrer entièrement au service du Christ et de ses frères. Et c'est au couvent qu'elle poursuivit dès lors ce lent travail de réflexion, aiguisant sa pensée, affinant ses convictions et préparant, sans le savoir, une véritable révolution sociale. Car à cette époque, la France est encore profondément marquée par la Première Guerre mondiale, dont les stigmates sont visibles partout, dans les paysages comme dans les corps, les chairs meurtries de milliers de mutilés, d'invalides et de blessés qui sont revenus du front, porteurs de blessures physiques irréversibles que la société peinait à l'époque de soigner et même d'intégrer. Ces hommes, souvent jeunes, autrefois actifs, se retrouvèrent brutalement inutiles aux yeux d'un pays qui ne savait que faire d'eux. Et l'idée même qu'ils puissent travailler à nouveau, devrais-je dire, se former ou retrouver une place productive dans la société, relevait encore largement de l'impensable, tant le handicap demeurait un sujet tabou,
honteux que l'on préférait cacher derrière les murs des hospices ou des institutions. Et c'est précisément contre cette fatalité sociale que Suzanne Fouché a décidé de se lever et de s'engager. En 1929, alors qu'elle n'a que 28 ans, Suzanne Fouché pose un acte d'une audace remarquable pour son époque en fondant la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'ADAPT. Une structure pensée non pour assister les personnes handicapées, mais pour leur permettre de redevenir actrices de leur propre vie. À travers cette ligue, Suzanne propose une idée profondément novatrice. Les personnes diminuées physiquement ne doivent pas être considérées comme des êtres définitivement à charge, mais comme des citoyens capables de travailler, de se former, de contribuer à la richesse humaine et économique de la nation, à condition que le travail soit adapté à leurs capacités. Il s'agit là d'un renversement complet de perspective, de vision des choses, car là où la société ne voit que des limites, Suzanne voit des potentialités. Et là où l'on prône l'assistance, elle défend la dignité par l'action. Le combat fut long, semé d'obstacles administratifs, on imagine bien, nous sommes en France après tout, de résistance culturelle et d'indifférence politique. Mais Suzanne Fouché a fait preuve d'une ténacité remarquable en multipliant les écrits, les prises de parole et les démarches auprès des parlementaires afin que la question du handicap cesse d'être reléguée à la marge du débat public au second plan. Bref, que, au contraire, ce soit une priorité nationale. Son action s'est articulée autour de 3 principes fondamentaux qu'elle ne cessa de défendre tout au long de sa vie. Premièrement, le travail adapté, qui permet à chacun de produire selon ses capacités. Deuxièmement, l'accompagnement vers l'autonomie afin que la personne handicapée ne soit pas enfermée dans une dépendance permanente. Et enfin, troisièmement, la réhabilitation par l'action, car c'est en agissant que l'on se reconstruit. Ainsi, en 1933, Suzanne Fouché publie un écrit, un ouvrage, Souffrance, école de vie. C'est un ouvrage majeur dans lequel elle développe une véritable mystique de l'épreuve, non pas doloriste ou résignée, mais profondément tournée vers la vie, l'engagement et la responsabilité, affirmant que la souffrance n'est ni une malédiction, ni une fin en soi, mais une expérience humaine qui peut être transformée. Nous constatons, nous ressentons, nous observons ce qui transpire chez elle, la foi vers le Christ. Dans un siècle où la parole des femmes, oui qui plus est encore largement marginalisée et où celle des personnes handicapées est presque inexistante, ce livre résonne comme un manifeste puissant, au point de recevoir en 1934 le prix Maurice Trubert de l'Académie française, consacrant ainsi la portée intellectuelle et sociale de sa pensée. La même année, toujours en 1934, l'État reconnaît la Ligue d'utilité publique, offrant à Suzanne et à ses compagnons de route une légitimité institutionnelle décisive. Ça y est, enfin l'État, enfin la puissance publique se mit à reconnaître l'importance des actions menées par sa structure, par son institution. Fidèle à sa conviction que les idées doivent s'incarner dans des réalisations concrètes, Suzanne Fouché s'est attachée dès la fin des années 30 à créer des ateliers occupationnels permettant aux personnes handicapées de s'initier à des métiers manuels comme la menuiserie, la cordonnerie ou la reliure de bouquins. Autant de savoir-faire qui redonnaient confiance et une utilité sociale aux personnes handicapées diminuées physiquement. Alors, la Seconde Guerre mondiale est passée par ici, mais après ce conflit
À partir de 1945, la Ligue a ouvert progressivement des établissements de formation professionnelle et de rééducation dans toute la France. On comprend, plus que la Première Guerre mondiale qui a représenté le contexte de naissance de son institution, la Seconde Guerre mondiale est venue rendre inévitables ces structures, les projets menés par notre Normande, puisqu'il y a eu de nombreux blessés, des milliers, des centaines de milliers de mutilés qu'il a fallu réinsérer dans la société. Alors, tout a commencé dans sa terre natale pour ouvrir ces centres de rééducation, puisque l'un des premiers fut ouvert à Saint-André-de-l'Eure, accueillant rapidement plus de 220 personnes. C'est le centre Buisson-Fallu, tout simplement, dont il faut se remémorer ici. En 1960, 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'en est passé des choses. Le premier centre de formation professionnelle de la Ligue a ouvert, puisqu'il s'agit du centre Joseph Arditi, non loin de Quersigny, et inscrivant durablement l'action de Suzanne Fouché dans le paysage social normand et national. Suzanne Fouché n'a jamais cherché la reconnaissance personnelle, ni les honneurs, ni la postérité. Mais son héritage est pourtant immense, car la vision qu'elle a portée tout au long de sa vie a profondément transformé le regard de la société française sur le handicap. Aujourd'hui encore d'ailleurs, l'association ADAPT continue d'incarner sa pensée à travers l'engagement de 3500 professionnels, répartis dans 116 établissements et services, qui accompagnent chaque année, tenez-vous bien chers auditeurs, près de 20 000 personnes sur le chemin de l'autonomie et de l'insertion. L'histoire de cette Normande nous rappelle que les grandes transformations sociales ne naissent pas toujours dans le fracas des révolutions visibles, mais parfois, comme ce fut le cas pour elle, dans le silence d'une chambre, dans la patience d'une convalescence et dans la fidélité obstinée à une conviction simple et radicale, celle de la dignité inaliénable de chaque être humain. En redonnant une place à ceux que la société avait relégués aux marges, cette Normande discrète, Suzanne Fouché, a contribué à changer durablement la France et mérite, à ce titre, de retrouver aujourd'hui sa place dans notre mémoire collective. Désormais, chers auditeurs, vous saurez.